Mon reportage se concentre sur le fort de Littrow, un des forts dans la région les mieux entretenus et modernisés au cours de son existence militaire. Il a été repris par l'association Fort de Littrow en tant qu'objet patrimonial à sauvegarder au même titre qu'on l'a fait pour les châteaux du Moyen-Âge. On y accède par la route Trian-Châtelard. Peu avant le virage de Tête-Noire, on emprunte un chemin carrossable mais interdit à la circulation pour arriver sur un petit promontoire où se loge le hameau de Littrow. En face, le village de Finhaut qui opérait en synergie avec Littrow pour la protection de la vallée. La mission du fort de Littrow est d'empêcher le passage de l'ennemi qui viendrait de la France. Sur la carte, on voit son secteur principal de Tête-Noire, couleur bleu ciel, qui surveille la route internationale en direction du Trien, et son secteur secondaire qui surveille une partie de la route qui arrive à Finhaut, couleur jaune. Dans le détail, on a, dans le fort, à gauche, un canon anti-char et une mitrailleuse qui contrôlent la zone du barrage anti-char et la zone de minage dans la paroi rocheuse au-dessus de la route, faisceau gris, tandis que la zone de minage après le tunnel de Tête-Noire est sous le feu du fort A62 à Finhaut, couleur jaune. Dans le secteur de Finhaut, à l'ouest du village, la route et ses deux zones de minage et le chemin de fer sont sous le feu de la mitrailleuse droite du fort Littrow, couleur jaune. Toutes ces manœuvres nécessitent bien entendu une bonne coordination qui est assurée par le téléphone de campagne. Sur le chemin qui mène au fort, camouflé dans une paroi de rocher, un FAC. Là, vous avez un raccordement de campagne pour des câbles qui peuvent être posés sur des centaines ou des milliers de mètres, de façon à avoir des observateurs à l'extérieur de l'ouvrage qui peuvent renseigner pour le tir au canon et à la mitrailleuse. Le FAC ici est équipé spécialement d'antifoudre. La région ici étant connue pour avoir souvent de gros orages avec la foudre. D'autre part, les couleurs des raccordements, le vert indique l'infanterie, c'est toujours des câbles destinés à l'infanterie, et les noirs sont des câbles à disposition qui restent toujours libres, surtout pour la vérification, ça permet de vérifier si le câble n'est pas rompu. À l'autre extrémité du câble, vous avez ce câble de campagne, vous avez un observateur qui détient ce téléphone de campagne et qui est raccordé aux centrales téléphoniques de l'ouvrage. Il est tout simple, vous avez une manivelle sur cet appareil et lorsqu'il veut appeler, il tourne sa manivelle, ce qui permet aux centrales d'être averties et de répondre. Le fort est naturellement camouflé, en particulier les orifices qui laissent sortir les canons et les mitrailleuses lorsqu'ils ne servent pas. Encore un bref parcours et nous voilà à l'entrée du fort, protégé par deux portes successives avec camouflage, blindage et serrure de sécurité. On a des cadenas qui sont résistants aux agressions. On découvre la prise d'air pour la ventilation. Il en existe une seconde au cas où celle-ci serait détruite. Le FAC, soit la boîte de raccordement téléphonique de campagne. La goulotte à grenade, permettant de lancer un tel engin à l'entrée du fort tout en étant protégé par la porte blindée. La grenade était dégoupillée, jetée dans le trou. On fermait la porte et elle explosait de l'autre côté à la tête des assaillants. La prise électrique 24 volts et la 220 volts installée ultérieurement. Le dispositif que vous voyez au centre de la porte permet à l'homme qui est de garde à l'intérieur de l'ouvrage de tirer sur l'ennemi qui se présenterait devant cette entrée. Le corridor est coudé pour réduire l'impact des balles. La construction de l'ouvrage a débuté le 3 juin 1940 et fut terminée le 8 mai 1941, soit 11 mois seulement.
C'est absolument exceptionnel parce que je pense qu'actuellement on n'arriverait pas à faire ça en 11 mois. Il faut dire qu'il travaillait jour et nuit, dimanche, sans interruption. Tout a été construit durant la Deuxième Guerre mondiale. On va dans un local de combat que nous avons aménagé avec beaucoup de données sur les axes alpins, les fortifications de l'axe alpin du Saint-Bernard, dans le domaine des armes, des Allemands, des prévisions d'attaque allemande, etc. Vous allez voir. Une sorte de musée en quelque sorte. Non, une information. Et quand les gens entrent ici, on les amène là, c'est le moment de leur présenter l'historique un peu du réduit et de tout ça. Nous avons vu les systèmes de sécurité à l'entrée, voyons maintenant ceux à l'intérieur du fort. Ici dans le couloir, on a un bel exemple de ce qu'ils appelaient le système hérisson, qui était prévu en cas d'attaque par des gaz ou des retombées radioactives pour isoler hermétiquement l'ouvrage de l'extérieur. Donc les soldats savaient, ils n'avaient qu'à fermer toutes les vannes indiquées en jaune, puis à ouvrir les vannes vertes pour isoler l'ouvrage de l'extérieur et ensuite brancher les fils nécessaires et réenclencher la ventilation. Sur l'écran, le circuit jaune à gauche, puis le circuit vert à droite, passant par les filtres. Un système mnémotechnique simple à la portée de chacun, même en cas d'une certaine panique. Voilà la ventilation de l'ouvrage. Tout l'ouvrage est totalement ventilé et on peut filtrer l'air qui pénètre, toxique de combat, radioactivité, enfin, plutôt des poussières radioactives, puisque la roche nous protège du rayonnement direct d'un problème nucléaire. Et l'air est pris à l'entrée de l'ouvrage, vient jusqu'ici par des ventilateurs, et filtré soit pour les deux filtres inférieurs des chimiques de combat. Le filtre que vous avez au-dessus, c'est les filtres des poussières radioactives, le N3, et enfin ici le CO qui est filtré aussi. On peut avoir les trois en même temps, on peut travailler avec les vannes et choisir ce que l'on veut activer. Actuellement, les filtres ne sont pas utilisés et l'air qu'on aspire n'est pas filtré, vient directement de l'extérieur. Il n'y a pas de raison de filtrer quand il n'y a rien du tout. Mais les filtres sont toujours là et actifs. Ici, en dernier lieu, on a la possibilité d'actionner la ventilation par ventilateur manuel, mais c'est très pénible et au bout de 5 minutes, il faut être remplacé. C'est un projecteur à infrarouge accompagné de sa paire de jumelles pour la vision nocturne. Le local de munitions a trouvé une autre affectation. C'est un petit musée des diverses sortes de casques que l'on rencontre dans l'armée suisse ou les armées étrangères. Après la sécurité, le confort. Comment pouvait-on vivre dans un tel environnement pendant des semaines, voire des mois? Donc là, on se trouve à l'entrée du cantonnement et on avait ce qui était la partie la plus protégée de l'ouvrage. Et on avait un sas avec 2 portes étanches, du caoutchouc, pour isoler l'équipage en fait, du couloir et de la partie combat. Par rapport au gaz de combat, c'est ça? Par rapport au gaz de combat, par rapport aux retombées radioactives, aux fumées d'incendie qui pouvaient survenir dans l'ouvrage, à l'intérieur de la partie protégée, les soldats étaient complètement à l'abri. Donc le fort était occupé en cas de mobilisation de guerre. Ça, le temps pouvait varier de quelques jours à quelques semaines ou mois, suivant les difficultés de l'époque. Et ensuite, ce fort dépendait du fort de l'infanterie de Vernilla. Et l'équipage pouvait changer puisque c'était prélevé sur l'effectif de Vernilla. Et on pouvait avoir parfois des changements d'équipage qui n'étaient pas exactement le même chaque fois. On avait ici des réserves de guerre. C'est la partie latée que j'ai derrière moi, qui n'était pas ouverte par la troupe. La troupe n'avait pas accès à tout ce système. C'était uniquement des réserves de guerre que les GF géraient. Nous avons derrière moi du matériel de rechange, des réparations du canon, de mitrailleuses, etc. Toutes sortes de matériel qui étaient inatteignables par la troupe. La troupe avait le reste de l'ouvrage, amené la nourriture, alors qu'il y en avait là derrière.
La munition était amenée également, on ne pouvait pas toucher à la munition qui était dans la soute à munition. Oui, l'autonomie électrique de l'ouvrage dépend en définitive du réseau électrique de la commune qui nous fournit en temps ordinaire l'électricité. Si ça vient à manquer qu'une ligne est détruite ou autre, nous passons sur le groupe électrogène qu'on a vu tout à l'heure, qui nous fournit suffisamment d'électricité pour tout l'ouvrage. À part cela, si le groupe tombe en panne, on a, vous l'avez remarqué, une quantité de lampes à pétrole, à Coleman, à benzine, pour donner un éclairage plus puissant, même des phalos bougies, etc., qui permettaient de s'éclairer normalement dans le fort, plus ou moins normalement. Puis, si tout ça était également tombé, on ne peut pas appeler panne, on n'avait plus de carburant ou autre, on passait aux lampes de poche, et voilà les derniers moyens qu'ils avaient de s'éclairer. Ce cantonnement où nous sommes était chauffé normalement électriquement. Ça consomme beaucoup de kilowatts, et dès qu'on passe sur la génératrice, on ne peut pas obtenir suffisamment d'électricité pour chauffer le logement. C'est à ce moment-là qu'ils avaient prévu ces possibilités. C'est le refroidissement du groupe électrogène qui vient chauffer ce logement. Et on obtient 20, 22 degrés ici-dedans, donc c'est tout à fait raisonnable comme chauffage. L'eau courante provient de l'écoulement sur le rocher, passe dans une rigole et finit dans un réservoir. Elle alimente le seul WC du fort, un WC turc, plus facile à entretenir. Un lavabo dans le couloir et l'évier du cantonnement. Ne cherchez pas l'eau chaude, même si vous devez vous raser. Mais la plus grande part de cette eau sert au refroidissement des arbres lorsqu'elles sont en fonction. Et qui commandait une unité comme ça? On m'avait dit à peu près 17 hommes. Quel était le grade? L'ouvrage était commandé par un sergent, en général, exceptionnellement par un lieutenant. La troupe était de l'infanterie et ce n'était pas de l'artillerie de forteresse, contrairement à ce qu'on peut penser. Il était desservi par des gens de l'infanterie qui étaient aptes à dominer ce canon anti-char et ses mitrailleuses. C'était les mêmes armes qu'avait l'infanterie. Ce n'est pas de l'artillerie. Une anecdote concernant cet ouvrage, un garde fortification qui a été affecté ici en 1947 est resté 4 ans à vivre tout seul dans ce fort. Il sortait pour aller faire du travail dans d'autres forts aux environs et le dimanche il allait jusqu'à Trien pour passer un moment au milieu d'un bistrot avec un peu de monde et du public. C'est quand même une vie assez extraordinaire. Et au bout de 4 ans, on l'a convoqué à Saint-Maurice et on lui a dit « c'est terminé, vous n'irez plus habiter ce fort » parce que l'assurance militaire a dit « il y a trop de gens qui ont attrapé de la tuberculose, vous irez loger ailleurs ». Il est parti dans l'hôtel de Tête-Noire, là en face, qui existait à l'époque. Et il n'était pas très content parce que là-bas il devait payer sa chambre. Mais il m'a dit à la fin, j'étais quand même satisfait parce que c'est là que j'ai rencontré ma femme qui était sommelière dans cet hôtel. Et il a eu 9 ou 10 enfants. C'est rattrapé alors. Oui, c'est rattrapé. Il avait un cahier qui résumait son travail. Et sur ce cahier figure chaque jour le travail qu'il exécutait tout seul ici. Certains jours, par exemple, il notait « sorti le plancher du cantonnement à l'extérieur », nettoyer, laver le plancher, rentrer le plancher, remis en place du plancher. Et tous les jours, il avait les tâches qu'il exécutait. Et de temps à autre, il y avait un chef qui passait, qui signait son cahier d'écolier sur lequel les tâches qu'il faisait. Nous sommes maintenant dans le local de combat central qui vise la région de Fin-Haut, avec sur la droite le poste d'observation. Au-dessus du système optique, le panorama de tir qui représente avec précision le paysage de l'autre côté de la vallée, avec la route et sa partie minée, les sentiers pédestres. Des cibles prédéfinies sont numérotées. On pouvait ainsi tirer même par brouillard. Le curseur avec bras articulés est placé à un endroit précis et donne les coordonnées voulues qui sont alors transmises au tireur.
Étant donné le bruit ambiant, le personnel se sert d'écouteurs et d'un laryngophone qui capte les vibrations du larynx et des cordes vocales. Voilà, donc ici vous avez le canon 9 cm modèle 57 qui était utilisé donc pour le tir direct sur le virage tête noire. C'est un canon semi-automatique qui tire des obus à charge creuse à une vitesse de 680 mètres secondes. Ce canon a été utilisé depuis 1957 jusque dans les années 90 ici au Fort John. L'obus qui était tiré, c'était celui-ci. C'est un obus à charge creuse. Vous avez ici dans la partie arrière des explosifs et puis à l'avant deux parties métalliques à l'intérieur qui concentraient en fait au moment de l'impact la force de l'explosion sur une très petite surface de la taille d'une pièce de 5 centimes à peu près. Et la force de l'explosion perforait littéralement le blindage du char, même des épaisseurs de 30 à 40 cm étaient perforées et le métal en fusion était projeté violemment à l'intérieur du char avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer pour l'équipage. Le pointeur va aussi se servir de son système optique pour viser. Il a à sa disposition également deux volants pour régler les axes verticaux et horizontaux. Comme la cible est probablement mobile, il doit garder ses volants en main pour suivre le mouvement. C'est pourquoi il va déclencher le tir non pas avec la courroie ici présente qui demeure en réserve, mais avec un bouton commandé par la cuisse gauche. Voilà ce qu'aperçoit le pointeur dans son viseur. Donc la première mine qu'on a vue tirer en direction de Fin-Haut et puis la deuxième qu'on a ici tire directement sur la route Martigny-Chamonix au niveau du virage de Tête Noire. Dans le local de combat à gauche, on a une mitrailleuse en position. Même principe que pour le canon. L'observateur donne ses indications au pointeur, toujours en s'aidant du panorama de tir qui reflète l'état exact du terrain avec ses zones minées. Le curseur est positionné à l'endroit désiré. Cette arme dégage rapidement des gaz qui restent dans le local et oblige le port de masque à gaz. Ici, en vrai, la vue que l'on a à travers la lunette. Mais les seules cibles visibles ici sont des cyclistes amateurs. Depuis que le Tour de France s'est arrêté à Fin-Haut et Émosson, les lieux sont devenus très célèbres pour les cyclistes.